Quand j'ai démarré mes charges d'assistant à l'UCAD au début des années 80, j'avais rencontré le professeur Doudouba, c'était en 1982, à l'OMS. Je lui disais, voilà, je voulais un peu cette orientation. Alors il m'a dit, si tu veux être efficace, travaille avec le ministère de la Santé. Et notre maître, le professeur Samba Diallo, j'ai trouvé également qu'il travaillait beaucoup avec le ministère de la Santé. Et ce sont ces deux personnes, ces deux personnalités qui m'ont un peu orienté dans ce que je fais jusqu'à présent. Utiliser la science au bénéfice des populations défavorisées, entre guillemets, mais qui sont situées au niveau des zones périphériques les plus défavorisées, c'était un peu cela aussi, notre credo. Et donc, utiliser des outils innovants pour que les populations puissent être mieux traitées. Cet exemple des tests de diagnostic rapide pour les populations rurales, je pense, entre très bien dans ce cadre-là. Au Sénégal, donc, nous voyons au niveau de ce graphe que le diagnostic biologique pratiquement était inexistant. En 1997, toutes les fièvres étaient considérées plus ou moins comme des fièvres palustres durant les périodes de transmission. En jaune, c'est le nombre de cas, donc en bleu, le nombre de cas présumés palustres, mais vous voyez en vert, pratiquement, le diagnostic biologique était inexistant. Et en 1994 jusqu'en 1997, nous avons eu à évaluer donc, les premiers tests de diagnostic rapide, notamment ceux-là qui sécrétaient la protéine HRPR2, l'autre aussi optimale avec l'enzyme PDH. Nous avons pu démontrer effectivement leur efficacité, mais évidemment en travaillant au niveau de notre laboratoire à la faculté de médecine. L'OMS, vers les années 99-2000, avec les problèmes de la résistance à la chloroquine, on s'est rendu compte un peu que c'est de la pression médicamenteuse, ce traitement acharné des fièvres palustres, considéré comme paludisme, avec des traitements avec la chloroquine. Nous avons eu les problèmes de résistance et en 99-2003, il y a eu les premières réunions techniques, la réunion de Bamako de 2004, donc Ogo était là-bas. Et plus tard, la réunion de fin octobre en 2004 au niveau de l'OMS, où devant les problèmes de résistance et de changement thérapeutique, donc j'ai eu l'honneur de présider cette réunion à l'OMS en 2004, on s'est entendu pour dire qu'il faut essayer de confirmer le plus que possible le diagnostic pour éviter la pression médicamenteuse avec la chloroquine. Surtout qu'il y avait d'autres médicaments qui étaient en train d'être développés, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Les types de TDL, donc le professeur Richard Lenoble en a parlé, il y en a plusieurs. Vous voyez ici cette gamme, celle qui détecte le HPR2, d'autres combos dual qui détectent seulement P-falciparum, d'autres en combinaison, les autres espèces, donc il y en a plusieurs. Et nous avons eu donc à les évaluer tous, vous voyez ici au niveau de ce graphe, donc plusieurs tests, bon, évidemment avec plusieurs laboratoires, mais la plupart de ces tests, comme je le disais, donc, ont été évalués au niveau des centres urbains, notamment au niveau de la faculté. Cette diapositive, le gros problème en fait, c'est cela, ces oreilles de l'hippopotame. Donc on voit que ce qu'on voit, l'iceberg, les oreilles, c'est juste moins de 15% des cas qu'on voit au niveau de nos structures de santé. Mais le gros poids, la grosse morbidité plonge, on ne la voit pas. Et donc ce qu'on voit au niveau de nos structures, évidemment, ce n'est pas la réalité. Et la réalité, le gros problème du paludisme, c'est au niveau des zones périphériques. Comment faire maintenant pour adresser cette question? Alors, nous nous sommes dit, pour être encore fidèles à ce que nous comprenons au niveau de la science pour le bénéfice des populations rurales, il faudra évaluer la faisabilité des traitements par les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine et les tests de diagnostic rapide par les populations. Parce que nous pensons, et je pense que le professeur en totalité l'a démontré également, que ce sont des relais. Les populations, Dominique a dit tout à l'heure, des incompétents, mais elles ont du savoir aussi quelque part, une peu de compétences. Et donc, évaluer l'adhérence de ces populations à ce traitement et les évaluer en milieu communautaire. Donc, c'est ce que nous avons fait au niveau de ce diapositive. On la voit, donc voilà, relais communautaires que nous avons formés en 2004.
au niveau des zones périphériques, hein, donc au niveau d'un village, d'une communauté rurale, donc situé à 200 presque kilomètres de Dakar, hein, très loin de Kaolack, où nous sommes implantés avec une jeune étudiante qui faisait sa thèse de médecine. On a eu à former les ASC. Et si on voit ici au niveau de ce graphe, notre collègue d'hier l'a démontré, quand il parlait également du sida, en capacitant les populations rurales et en surveillant, en contrôlant le traitement. Vous voyez, on a de ce graphe-là, donc une diminution de la parasitémie à J3, J4. Et ce sont les mêmes courbes que nous avons observées quand ces tests étaient entre les mains des sachants, donc des personnels de santé. Et en 2006, après avoir validé donc, la faisabilité et l'adhérence des populations au niveau d'une communauté rurale, avec le ministère de la Santé, nous avons évalué également ces tests au niveau de 10 districts, 10 district tests et 10 contrôles, en mettant en contribution les agents de santé communautaire, et les résultats ont été excellents. Et c'est fort de ces résultats, après avoir capacité les agents de santé communautaire et en démontrant l'efficacité et la faisabilité, que le programme national du paludisme du Sénégal a adopté cette stratégie révolutionnaire, on peut le dire ainsi, la prise en charge des cas à domicile en mettant en contribution ces agents de santé communautaire. Donc, qui utilisent les TDR d'abord, une fois que le diagnostic est confirmé, qui donnent les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et en utilisant maintenant cette stratégie au niveau national, au niveau du programme, nous nous sommes rendus compte que la consommation des ACT avait fortement baissé avec l'utilisation des tests de ce diagnostic rapide. Et c'était l'objectif recherché. Éviter la pression médicamenteuse avec ces nouveaux outils, ces ACT, qui sont encore efficaces au niveau de nos régions, mais si on ne fait pas attention en utilisant les pratiques antérieures comme celle-là utilisée pendant la chloroquine, on risque de les perdre. Et donc, voilà, la consommation en antipaludique a diminué avec cette utilisation. L'OMS, plus tard, en évaluant les résultats faits par le Sénégal, où le programme national après a dit non, on traite les paludismes qu'une fois confirmés, l'OMS, en s'appuyant sur ces résultats, a fixé cette nouvelle stratégie des 3T, tester, traiter et tracer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord tester les cas suspects, les fièvres suspectes, les traiter avec les CTA et surveiller l'efficacité du traitement. Voilà quelques résultats. Et ici, ce sont des résultats donnés par les postes de santé qui travaillent très proches avec les agents de santé communautaire. On voit que le taux de complétude répertorié est donc extrêmement bon. Donc les résultats sont excellents quand on travaille au niveau de ces zones. Ce graphe nous montre un peu les résultats produits par des agents de santé communautaire. Ici, c'est au niveau d'un village, à Saraya. Saraya, c'est vers le Kédougou, parce que c'est un peu le Sénégal. C'est une des zones les plus reculées, tout à fait au sud, où effectivement, bon, on a juste des infirmiers chefs de poste et des ASC. Et au niveau de ce district, donc, a travaillé un jeune que nous aimons beaucoup, le docteur Youssouf Ndiaye, qui était médecin du district, et qui a utilisé donc ces agents de santé communautaire, qu'il a formés, et il a même utilisé, bon, je ne vais pas un peu anticiper sur les collègues qui vont présenter tout à l'heure les problématiques de la téléphone mobile, il a utilisé également les téléphones mobiles parce que presque toute la population avait un peu de téléphone. Et en utilisant les tests de diagnostic rapide et les téléphones mobiles, il a pu cartographier et assurer la surveillance du paludisme au niveau de sa zone la plus reculée au niveau du Sénégal. Et cette deuxième diapositive également le démontre parfaitement, où on voit qu'au bout de 2 ans, l'efficacité est là, le paludisme a chuté, simplement parce que les agents de santé communautaire sont impliqués très fortement sous sa supervision. Dominique l'a dit, il faut s'assurer que ces tests qu'on va utiliser en périphérie, parce qu'ils arrivent au niveau central, au niveau des pharmacies centrales d'approvisionnement, le programme national donc, les reçoit, ces tests maintenant arrivent au niveau de la PNA, arrivent au niveau des PRA, donc les pharmacies régionales d'approvisionnement, arrivent au niveau des districts, arrivent au niveau des postes, et c'est finalement qu'ils vont arriver au niveau des agents de santé communautaire, ce qu'on appelle les DSDOM, les dispensateurs de soins à domicile. Mais est-ce qu'on est sûr que la qualité qu'on a eue au départ, donc elle est bien là tout le temps, pendant tout le transport, et jusqu'entre les mains des agents de santé communautaire? Notre département, donc fidèle un peu à sa vocation, donc assure le contrôle de la qualité des TDR au niveau du ministère de la Santé.
Et donc, nous sommes membres du réseau des laboratoires certifiés par l'OMS et la Fondation pour l'innovation en matière de nouveaux diagnostics pour assurer un peu le contrôle de qualité. C'est ce que nous faisons pour le programme national, mais c'est ce que nous faisons également pour certains pays de la sous-région. Voilà un peu, juste un exemple d'études que nous évaluons en comparant les tests de diagnostic rapide avec les outils modernes, que ce soit la biologie moléculaire, donc qui nous montrent un peu l'efficacité de ces tests. Juste ici pour montrer comment le système de contrôle est fait, comme je disais tout à l'heure, depuis la pharmacie nationale d'approvisionnement jusqu'à la pharmacie du district, jusqu'entre les mains des agents de santé communautaire, en évaluant l'humidité, la température, pour être sûr que vraiment tout ceci est correct. Au niveau sous-régional, avec la CEDEAO, donc les stratégies maintenant sont très très claires. Il faut éliminer le paludisme, je pense qu'hier on en a parlé. Évaluer le risque épidémique, les interventions transfrontalières, la promotion de la recherche et surtout le renforcement des capacités. Ce renforcement des capacités ne doit pas s'arrêter seulement au niveau de nos structures de recherche, l'université, mais c'est également un renforcement de capacités de ces populations-là qui sont au niveau les plus périphériques, là où le poids du paludisme est le plus important. Et au niveau de la région, rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler en consortium, entre un grand groupe. Nous avons d'abord le RAUTAP 1. Je ne sais pas, Robert, on est un peu nostalgique de notre fameux RAUTAP. C'est le réseau de l'Afrique de l'Ouest pour la surveillance du traitement antipaludique. Bon, il a fait un travail extraordinaire, Robert, quand il dirigeait un peu ce réseau. Moi, j'ai dirigé celui de RAUTAP 2. Nous avons également d'autres régions au niveau de l'Afrique de l'Est. Bref, l'OMS s'est rendu compte très, très rapidement qu'il fallait que nous nous retrouvions en réseau et ce que nous avons fait. Et là, cet exemple, on voit tout à fait en haut, il déborde tous, c'est Achille Massouboji du Bénin, le grand. Bon, ici, c'est Frédéric Gay, un peu à droite. On voit également les amis du Togo, notre doyen, il est toujours là, le professeur Ardoba, donc il est là au milieu. On voit des collègues de Gambie, bref, donc ils étaient tous là, Bénin, Togo, Bénin, Guinée-Conakry. Et on a formé un réseau de surveillance de l'efficacité thérapeutique. Et l'utilisation des TDR faisait partie un peu de ces modules-là. Les approches nouvelles, maintenant, on en a parlé depuis hier, on en a parlé encore ce matin, on est dans l'innovation avec la révolution numérique. Je disais tantôt que les agents de santé communautaire avaient donc des téléphones, il y avait la possibilité d'utiliser cet outil innovant. Et les TDR, les ACT utilisés par les agents de santé communautaire nous ont permis d'assurer un meilleur suivi et évaluation, comme nous l'a montré tout à l'heure cette diapositive de notre médecin de Saraya. Voilà ici un exemple d'un poste de santé également très, très éloigné au niveau périphérique, où le programme national, en utilisant maintenant ce système et en s'appuyant sur les agents de santé communautaire qui sont au niveau les plus périphériques, donc tout ceci remonte au niveau du poste, au niveau du district, au niveau de la région, arrive au niveau central où il y a un système de surveillance épidémiologique, nous permet à temps réel d'avoir une cartographie et de mieux maintenant ajuster nos stratégies de traitement et de prévention. Les outils nouveaux, on en avons parlé hier, avec ces tests maintenant qui sont entre les mains des agents de santé communautaire, cela signifie simplement qu'il y a un nombre extrêmement important qui seront disponibles. Parce que pour faire la surveillance de l'efficacité thérapeutique, il faut y aller, c'est des budgets, c'est lourd, voilà, c'est pas très, très facile. Nous avons la charge un peu de cette activité au niveau du ministère, au niveau du département, mais Dieu sait combien c'est difficile d'avoir des budgets pour le faire, parce que c'est des équipes qui restent maintenant, c'est des surveillances de 42 jours, c'est pas facile, les budgets ne suivent pas. Alors on a trouvé une astuce, puisque le service, notre département, est responsable aussi de l'évaluation de la prévalence parasitaire. Donc ces chiffres que nous ont donnés hier le coordonnateur du programme, qui nous montrait des strates, pratiquement l'élimination, la préélimination, le contrôle au niveau bas avec des parasitémies maintenant, c'est notre activité de surveillance, donc en s'appuyant sur les agents de santé communautaire qui nous donnent maintenant les TDR, donc on ne les jette pas. On les récupère et en les récupérant maintenant, on peut évaluer leur utilisation comme une source d'ADN. Et on peut faire maintenant un monitoring en utilisant l'ADN, donc la biologie moléculaire, à partir de ces tests qui sont entre les mains des agents de santé communautaire. Ici, cette diapositive nous permet un peu de faire la situation donc, au niveau de ces gènes PMDR, PFCRT. Et vous voyez donc c'est possible. Et donc, je pense que ton papier est sorti. C'est le jeune Maguette Ndiaye, mon jeune assistant qui a fait ce travail. Ce travail, je pense, ce papier est sorti dans l'American Journal, donc il y a quelques semaines. Voilà un peu le résultat. C'est un peu cette contribution, ce travail extrêmement étroit
entre les scientifiques, le ministère de la Santé et les populations qui nous permettent un peu d'avoir ces courbes. On peut dire quelque part que la diminution drastique de ces courbes, ce n'est pas le ministère. En fait, ce sont les populations, ce sont les agents de santé communautaire qu'il faudra remercier. Les recommandations, maintenant, évidemment, c'est la formation, sensibilisation. Dominique l'a dit, il faut continuer à former, à sensibiliser, évaluer de nouvelles stratégies. On va vers l'élimination. Les TDR que nous avons ont des sensibilités peut-être à certaines parasitémies. Il faudra également aller plus fin, avoir des TDR beaucoup plus sensibles. C'est en développement, donc je pense que toutes nos structures au niveau de ce grand réseau de la région de l'Afrique de l'Ouest, mais également nos partenaires du nord de la France, donc on sera impliqués pour avoir un partenariat gagnant-gagnant. Et ce partenariat gagnant-gagnant, nous pensons, pour l'avoir dit au départ, il faudra s'appuyer sur les populations rurales. Ce bâtiment, il semble bien, on dirait un bâtiment à Dakar. Non, mais c'est un bâtiment que nous avons construit à Keur Socé. Et Keur Socé, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, en 2004, la première étudiante en médecine qui a évalué le TDR et les ACT entre les agents de santé communautaire, la population, du fait de notre présence, bon, demain, nous allons célébrer les 15 ans de présence à Keur Socé. Je vous y invite aussi. 15 ans de présence, de recherche. Et les populations, donc très contentes un peu de cette approche, nous ont donné un terrain et nous avons construit un centre de recherche et de formation à Keur Socé en zone rurale. Et nous aurons la chance demain, c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse, qui va présider cette réunion. Bon, enfin, c'est parce qu'il est originaire de la zone, il n'habite pas très très loin, et il a su qu'effectivement il y avait cette activité. Et il y a beaucoup de tensions aussi actuellement, une bonne effervescence politique. De toute façon, nous, ça nous plaît aussi qu'on ait des personnalités de cette envergure qui viennent voir un peu comment ça se passe en milieu rural, des universitaires qui se déplacent, une université au service de la société. Voilà un peu. Et ce jeune médecin dont je parlais tout à l'heure, le docteur Youssoufa Ndiaye, qui a eu à développer cette approche en mettant en contribution ces agents de santé communautaire qui utilisent les ACT, les TDR, qui utilisent également la téléphone mobile. Nous l'avons encadré pour un sujet de PhD et de postdoc en collaboration avec la London School. Il a fait un excellent travail tout en étant médecin de district, médecin de région. Et quelque part, pour le récompenser, bon, je ne sais pas si c'est une récompense entre guillemets, mais je pense que c'est sa capacité. Actuellement, c'est le directeur de la recherche, de la planification et des statistiques au niveau du ministère de la Santé. Et donc, quelque part, quand l'université travaille bien avec le système, voilà les résultats. En 2017, c'est le directeur de la recherche, de la planification et des statistiques. En 1982, c'était le professeur Doudba, directeur de la recherche, de la planification et de la statistique. Et c'est le professeur Doudba qui nous a dit travaille avec le ministère. Et nous, on a travaillé avec le ministère. On a formé un jeune qui l'a remplacé maintenant 35 ans après. Voilà l'approche de l'université, une université au service de la société en s'appuyant sur les savoirs et les compétences locales et donc des TDR utilisés en population rurale. Est possible. Et je pense que c'est fort de tout cela qu'on va organiser notre grande journée demain, Hélène, n'est-ce pas? Elle va parler également d'autres choses que le palu, des infections respiratoires aiguës. Ça également, c'est une collaboration avec la NRS, CNRS, je ne sais plus, tu es quoi, IRD, CNRS, NRS, c'est tout cela. Mais surtout, pour terminer, nous organisons l'année prochaine la grande conférence internationale sur le paludisme, l'UMIM, qui revient en terre africaine francophone. La première conférence, c'était en 1997. Il y avait beaucoup de Français. La dernière, c'était en 2013 à Durban. Ça a failli capoter parce que les Américains ont dit les Français étaient là au début, maintenant ils ne sont plus là. On arrête. La fondation Bill Gates a rattrapé cela. On revient en terre francophone 20 ans après, 2 décades donc il faudra célébrer. La fondation France Académie, on est Afrique de l'Ouest, en terre francophone. Il faudra qu'on relève le défi. Merci, M. Gaye.